Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle table ronde du Paris Air Forum. Alors j'ai le plaisir d'accueillir avec moi sur cette estrade le général Emmanuel Boitteau, directeur du Centre d'études stratégiques et aérospatiales, le général Pierre-Joseph Givre, directeur du Centre de doctrine et d'enseignement du commandement de l'armée de terre, le général Fabrice Talarico, commandant second de l'aviation légère de l'armée de terre, et enfin le général Patrick Bretus, conseiller militaire du président d'Airbus Helicopters Bruno Evin, et accessoirement ancien de l'armée de terre. Alors pendant l'heure à venir, on va essayer de répondre à la question suivante. Les aéronefs pilotés ont-ils encore leur place dans la guerre à haute intensité ? On va interroger la liberté d'action dans le domaine aérien, notamment en prenant en exemple le conflit en Ukraine et évoquer les perspectives de conflits futurs. Alors Clément Ader écrivait au début du XXe siècle « sera maître du monde qui sera maître du ciel », en partant du principe que la liberté d'action dans le domaine aérien et sa maîtrise sont un préalable à l'action militaire, qu'elle soit en mer, sur terre ou dans les airs. Alors ça a été le cas par exemple en Irak ou en Libye, où la France, mais d'autres alliés, ont utilisé des moyens aériens qui ont permis de donner un avantage déterminant pour la suite des opérations. En revanche, ce n'est pas le cas, du moins jusqu'aujourd'hui, en Ukraine, où les avions et les hélicoptères de combat des deux côtés ont rapidement disparu des opérations militaires, en tout cas pour la partie visible. Mais alors, je vais vous laisser la parole tout de suite. Je vais commencer par une première question. Je vais vous demander en une minute et demie, un exercice un petit peu difficile, de me donner votre définition de la haute intensité et peut-être de définir quelle est l'intensité de la haute intensité. On va peut-être commencer par vous, général Givre. Bonjour à toutes et à tous. Alors, en fait, il y a plusieurs définitions, parce qu'en fait, il n'est pas évident de définir, et à mon avis, ce serait dangereux de définir de manière trop strictement ce qu'est la haute intensité. Alors, suite à des travaux au niveau du ministère, j'ai retrouvé une définition, c'est assez récent, qui me semble être suffisamment précise et englobante. Bon, on pourrait définir la haute intensité comme étant une confrontation violente et soutenue entre forces, tout type de forces, régulières et non régulières, des trois armées ou d'autres armées, dans tous les champs et dans tous les milieux, est susceptible d'entraîner une attrition importante. Derrière attrition humaine, attrition des équipements, attrition des infrastructures, des stocks, dans tous les domaines. Elle peut être soit circonscrite et sporadique, ou durable, et sans qu'il y ait nécessaire corrélation avec le degré d'intensité de l'affrontement stratégique. Dans ce cas-là, il faut comprendre qu'on peut avoir par exemple, en Irak, il y a eu des combats de très haute intensité, pas forcément pour les forces occidentales, encore que pour les forces aériennes où l'artillerie française c'était de la haute intensité, mais pour les forces irakiennes, par exemple, face à Daesh, alors que l'intensité de l'affrontement stratégique était élevée, mais était sous contrôle et d'un degré, par exemple, moins élevé, on peut le dire, par exemple, que la sensibilité qu'il peut y avoir aujourd'hui sur les frontières orientales de l'Europe. Voilà pour la définition. Général Boitteau, peut-être ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Je vous rassure, on a la même définition, donc pas de problème là-dessus. Non, vous prenez l'exemple de l'Ukraine, incontestablement, c'est une guerre de haute intensité. Je relève quand même que pour les deux belligérants, sans doute qu'au départ, c'était pas la même intensité, puisque vous posez la question de l'intensité dans l'intensité. Sans doute, les Russes n'imaginaient-ils pas ce niveau d'attrition, alors que pour les Ukrainiens, vu les objectifs visés au départ, c'était très clairement une guerre existentielle. Donc c'est un point qui mérite d'être précisé, c'est que l'intensité n'est peut-être pas la même pour tout le monde. Et d'autre part, j'ajouterais aussi que les enjeux qui provoquent un engagement dans une guerre de haute intensité, ils sont tellement élevés que le dialogue de dissuasion nucléaire est consubstantiel aussi avec la haute intensité. On l'a vu dans les discours qui est un peu en zigzag du président russe, mais on sent que dans n'importe quel conflit de haute intensité, il faudra avoir les moyens d'être démonstratif, avoir les moyens de faire du signalement stratégique et d'être capable. Il y a plein de moyens d'être démonstratif, en particulier avec la composante nucléaire aéroportée. Mais je pense que c'est un point qu'il faut bien prendre en compte. Général Talarico. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je ne vais pas revenir sur la définition qui a été posée. On est tous d'accord là-dessus.
Simplement, je vais peut-être plutôt insister sur les conséquences pour nous en termes de préparation opérationnelle de la haute intensité. Pour l'aviation légère de l'armée de terre, et puis pour les armées en général, donc on sort d'une période d'une vingtaine d'années où on est en contre-rébellion, donc face à un ennemi asymétrique qui n'est pas du tout les mêmes capacités. Et là, la haute intensité nous oblige donc à nous questionner sur nos modes de préparation opérationnelle. Et donc, ça nous impose de travailler en masse. Donc, puisqu'on a travaillé pendant des années à un niveau tactique qui était quand même relativement restreint. Pour nous, c'était de quelques hélicoptères à une dizaine maximum. Donc là, il faut retravailler, s'entraîner à travailler en nombre, approfondir la coopération interarmée et interarmée, et puis s'entraîner aussi avec certaines menaces qu'on ne connaissait plus depuis des années, que ce soit les missiles solaires, la guerre électronique, le cyber. Donc c'est prendre en compte tout ça dans notre préparation opérationnelle aujourd'hui. Général Poitou. Bonjour à tous. Bon, moi, je vais vous donner une définition vue sous l'angle de l'industriel et non pas du combattant que j'ai été. Pour moi, la haute intensité, c'est ce que nous appelions autrefois la guerre, c'est-à-dire la confrontation de deux nations, par exemple la Russie et l'Ukraine, dans lequel il y a des combats très élevés et où il y a beaucoup de pertes humaines et de pertes en équipement, en matériel. Pour ce qui concerne l'industrie, et en particulier l'industrie aéronautique des hélicoptères de combat, notre objectif, c'est de répondre aux sollicitations des armées. Il faudra donc que pour nous puissions produire plus d'hélicoptères, les sortir plus vite, être capable de réparer des dommages de guerre, être capable de constituer des stocks pour être capable de fournir des flux d'approvisionnement logistique vers le front et de consolider notre industrie de défense et nos sous-traitants pour être capable, dans la durée, de supporter l'effort de guerre. Voilà. Donc pour nous, c'est une approche qui est liée à la capacité à monter en gamme d'un point de vue industriel pour répondre à des besoins dans des volumes auxquels nous ne sommes plus habitués. Et je souligne ici l'importance des travaux que nous menons en ce moment sur l'économie de guerre, en liaison avec le ministère des Armées et les armées, pour préparer justement un engagement de haute intensité, afin que nous ne soyons pas surpris. Voilà. Sachant que le fil rouge d'un combat haute intensité et pour nous d'une économie de guerre, pour l'industriel, ce sera évidemment un investissement financier très élevé, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui produire beaucoup sans complètement réorganiser l'industrie. Oui, j'aimerais juste apporter un complément qui va, pour contribuer au débat. Pour moi, vu côté armée de terre, la haute intensité n'est pas qu'un conflit entre deux États. Si on se remet dans les conflits qu'on a connus, mettez-vous à la place de l'armée irakienne face à Daesh. Nous n'avions pas choisi le mode opératoire d'être au contact. C'était de la haute intensité pour l'armée irakienne qui s'est battue contre Daesh. Des centaines de morts, des milliers de morts, des consommations de munitions astronomiques. Simplement, le mode opératoire stratégique que nous avons choisi était no boots on the ground et lead from behind, et on appuyait depuis le ciel. Mais même au niveau des sorties aériennes, il y avait énormément de sorties aériennes. On s'était même trouvé à un moment en limite de bombes, je crois, de stock de bombes guidées disponibles. Donc moi, je fais très attention et à ne pas limiter ça à un conflit interétatique. Si on repart encore au Moyen-Orient ou avec d'autres, vous avez par exemple le Hezbollah, qui est une proto-armée, et pourtant ce n'est pas un État dont les capacités de combat sont exceptionnelles et qui pose un défi stratégique à Israël, par exemple, très clairement, et qui peut en poser à d'autres. Donc je pense qu'il faut qu'on distingue, qu'on revienne finalement à ce qui est originellement, c'est cette attrition très forte, cette durée ou pas, parce que l'attrition peut être sur un temps très court. Hezbollah, Israël 2006, c'est un mois. Plus de 150 000 munitions de consommées en un mois, 55 chars Merkava de détruits. Pour moi, c'est de la haute intensité. Et pour les Israéliens, c'était de la haute intensité. Voilà, donc vous pouvez vous retrouver même face à un ennemi asymétrique comme Daesh. Si vous êtes au contact, vous pouvez vous retrouver dans des conditions de haute intensité avec des consommations et de l'attrition. C'est simplement pour... Et le deuxième point aussi très important, c'est qu'il n'y a pas forcément une dialectique nucléaire dans le raisonnement. On peut combattre en dessous du seuil nucléaire, on peut combattre, effectivement, se retrouver dans une configuration comme en Ukraine, même si nous ne sommes pas engagés directement, mais on sait bien qu'il y a une dialectique nucléaire qui sous-tend le conflit. Ça, je suis tout à fait d'accord, mais on pourrait se retrouver dans un conflit très dur, ce qui s'est passé en Syrie également, où vous n'engagez jamais, vous êtes systématiquement en dessous du seuil nucléaire, et pourtant, c'est de très haute intensité, avec des risques d'attrition élevés. Merci. Oui, je suis tout à fait d'accord sur la notion qui ne se limite pas au conflit interétatique. On a eu des phases très intenses dans la lutte contre le terrorisme. Je commandais la base projetée en Jordanie fin 2015. Et en moins de 48 heures, 60 bombes ont été délivrées sur Raqqa, sur les commanditaires des attentats de Paris.
Donc il y a des phases très intenses dans ces conflits. Et effectivement, on n'a pas comme référence uniquement l'Ukraine pour la guerre de haute intensité. Et si vous voulez avoir la vision de l'armée de l'air et de l'espace, la dernière revue de la Défense nationale spéciale de Bourget a pour thème la puissance aérospatiale et haute intensité. Donc vous aurez une vision beaucoup plus large de la vision sur la haute intensité. Alors, je vais revenir un petit peu sur l'Ukraine quand même. Vous pouvez garder le micro aussi. Selon vous, pourquoi la Russie n'a-t-elle pas eu la maîtrise du ciel, ou du moins pas au niveau auquel on aurait pu l'attendre? Alors, je commencerai par vous dire, la voulait-elle? Parce que dans la grammaire stratégique russe, la supériorité aérienne n'est pas spécialement mise en avant. Effectivement, la question se pose vu la dissymétrie qu'il y avait entre les forces en présence. Mais là encore, les principes de la guerre de concentration des moyens n'a même pas été respectés à la base. Et donc, il n'y a pas eu de campagne. Il n'y avait pas les moyens de la faire non plus, parce qu'il faut avoir un C2, il faut être capable de faire du ciblage systémique, de voir quels sont les centres de gravité qu'on veut toucher. Et tout à l'heure, on parlait aussi de l'Irak. Il y a une campagne de bombardement intense qui prépare une campagne multidomaine par la suite. C'est un peu la vision des Occidentaux, mais ce n'est pas du tout la vision des Russes. Et pour le faire, il faut avoir des moyens de frappe de précision, la capacité à cibler des cibles mobiles, avoir une persistance aussi au-dessus du champ de bataille. On n'en parle pas beaucoup, mais les Russes ont employé très peu les ravitailleurs. Et donc l'absence de ce concept de supériorité aérienne leur a été très coûteux dès le début de l'opération, sur la tentative de prise d'Hostomel, qui a été un échec assez important, par manque aussi d'escorte et de suppression des moyens aériens ennemis. Et la deuxième tentative, pour finir rapidement, pour prendre Kiev rapidement, c'était ces colonnes qui arrivaient du nord, de la Biélorussie, qui comportaient beaucoup de systèmes solaires, assez performants, mobiles, assez difficiles à cibler, mais qui n'ont pas du tout été déployés par manque de concept et qui ont été attaqués par des drones lents et très, très vulnérables. Donc on voit que cette absence de concept, elle était quand même très préjudiciable à la Russie. Alors aujourd'hui, je pense qu'il y a... Alors, les avions ont disparu, comme vous l'avez dit, en apparence de ce que vous voyez, effectivement. On ne voit pas tout avec les images de la télé. Les avions continuent à opérer. D'ailleurs, si vous regardez les quelques bilans qui sont fournis officieusement déjà par le ministère britannique de la Défense, on communique beaucoup. Mais vous avez chaque semaine quelques avions d'abattus, quelques poignées d'hélicoptères abattus, quelques dizaines de drones de moyenne endurance, moyenne altitude, longue endurance, et quelques centaines de drones. Donc ça vole encore. Il y a encore un combat pour la supériorité aérienne. Ce qu'on constate, et ça fait l'objet de pas mal de publications dans le monde anglo-saxon en particulier, c'est qu'aujourd'hui, il y a dans la défense aérienne qui englobe tous les moyens, ce sont les avions de chasse, le C2, la guerre électronique, les systèmes solaires. Vous avez une prépondérance en ce moment du système défensif sur le système offensif, en Ukraine en particulier. Et on voit qu'il n'y a rien qui est figé, puisque rien que l'annonce de l'arrivée d'avions occidentaux dans quelques mois fait un effet important, au-delà de la solidarité stratégique qui est démontrée immédiatement, rien que par l'annonce. Donc le combat pour la supériorité aérienne continue sur ce front aussi. Et en aucun cas, on y voit des sources d'analyse de disparition des aéronefs de la troisième dimension dans ces combats. Alors, Général Givre, on va parler un petit peu justement de commencer sur la défense aérienne. Est-ce que vous avez une analyse sur comment ou pourquoi l'Ukraine a été aussi résiliente en matière de défense aérienne? Alors, il y a plusieurs explications. Certaines ont déjà été données par toi. La première, à l'évidence, les Russes ont sous-estimé les Ukrainiens à tout point de vue, et pour avoir échangé avec eux, avec d'autres, très très au courant des affaires, par exemple dans les colonnes de blindés, il y avait déjà les tenues de parade des soldats russes qui ont été prévenus 24 heures, 48 heures avant le début de l'offensive, et ça explique, il y a d'autres explications dans la doctrine, les concepts, mais qu'ils pensaient rentrer comme des libérateurs sans difficulté en Ukraine. Alors, en fait, vous avez une asymétrie de préparation des deux camps et d'appréciation de la situation. Les Ukrainiens, en termes de défense aérienne, donc qu'il faut voir au sens très large du terme, en fait, ils sont extrêmement bien préparés. Ils savent que les Russes vont probablement faire une approche IBO assez systématique, qu'ils ont en partie au départ,
mais probablement voulant également limiter la casse en Ukraine parce qu'ils pensent récupérer le pays comme un fruit mûr. Néanmoins, il y a quand même 300 missiles qui sont tirés le premier jour, 1200 en un mois. Mais ce qui se passe, c'est que les Ukrainiens sont parfaitement conscients de la fonction de fonctionner des Russes. Ils ont aussi des informations. Enfin, c'est les mêmes en fait, sauf que depuis 2014, ils ont changé de mentalité. Et ils se sont préparés, ils ont dissimulé leur C2, ils ont dissimulé leur stock, et même ils ont fait de la déception. Puisque ce que je vous dis là, c'est en source ouverte. Zoulajny, dans les premiers commentaires qu'il avait fait sur l'échec russe ou la victoire ukrainienne, avait indiqué que par exemple ils avaient laissé volontairement fumer toutes les casernes pour faire croire aux Russes qu'il y avait des soldats, et en fait les soldats étaient bien sûr dispersés, et donc ils ont frappé beaucoup dans le vide. Ensuite, ils avaient également dissimulé leur défense solaire qu'ils avaient pour éviter le CID, la suppression of Enemy Air Defense par les Russes. Également leurs chasseurs. A priori, ils avaient sorti leurs chasseurs voleurs fixes de toutes les bases, les hélicoptères de la même façon. Et après, dans la défense au contact, face à l'offensive russe, là où ils ont été également forts, c'est qu'ils avaient beaucoup de manpad, beaucoup de défense solaire également dans les forces. Ils ne sont pas contentés de faire de la défense de zone, ou de la défense de zone, zonale, sur les villes ou sur des points névralgiques dans la profondeur, mais au contact également, et ça tu vas peut-être en reparler par rapport aux déficiences russes en termes de concept, mais ça a surpris beaucoup les Russes. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup notamment d'hélicoptères et quelques avions abattus au début. Voilà. Et le dernier point, Hostomel, a priori, ce qu'on dit, c'est que les Ukrainiens ne s'attendaient pas à l'opération, mais des gens ont observé l'arrivée des avions, etc. Et le renseignement est très très vite passé par les smartphones, par la population, dans le cadre du mouvement de résistance nationale ukrainien, qui avait déjà préparé la défense civile et militaire, la résistance. Et c'est ces informations qui ont permis de mobiliser les brigades de réserve, ou la brigade de réserve qui était dans le secteur, qui avait déjà des moyens avec elle, et qui a permis de neutraliser les Ukrainiens. S'agissant des Russes, c'est tout l'inverse. En fait, il n'y a pas de... La doctrine... Alors, ils n'ont pas appliqué leur doctrine au départ. Ils n'ont pas appliqué leur doctrine, notamment des emplois massifs des feux d'artillerie, qui sont de la troisième dimension, on pourra en rediscuter. Encore une fois, pour limiter les destructions, et parce qu'ils pensaient que ça allait tomber comme un fruit mûr. Ils avaient leur aviation légère de l'armée de terre, l'aviation légère de l'armée de terre russe, ou pas de l'armée de terre, des armées de l'armée russe, ne vole pas de nuit, ne fait très peu de vols tactiques, donc extrêmement vulnérables. Ils sont tombés dans de très nombreuses embuscades par l'armée, par les Ukrainiens. Très peu de bombes non guidées, donc je crois que savoir la conséquence, c'est que les avions sont obligés de passer beaucoup plus bas. Donc pareil, vulnérables. Problème de radar, à l'évidence. Une des explications, je m'en ai vérifié, mes sources me disaient que c'était vérifié, que si le Moskva a été touché par un missile surface-mer depuis les côtes, c'est qu'il lui avait demandé de s'avancer, parce qu'a priori, il aurait des capacités de radar extrêmement puissantes, notamment pour détecter tout ce qui est troisième dimension, parce que les Ilyushin 76 qui étaient dédiés à ça avaient soit des déficiences techniques, soit avaient été déjà ciblés par les Ukrainiens, et que plusieurs avaient été neutralisés. Donc ils avaient rapproché de la côte les capacités radar du Moskva. Et voilà, sur l'affaire des Ilyushin 76, c'est une des cibles prioritaires des attaques russes et des attaques ukrainiennes dans la profondeur. Général Talarico, est-ce que vous avez, au sein de la LAT, déjà tiré des premières conclusions, justement, sur cette année de conflit ? Oui, alors, bien entendu. Alors, on a entendu beaucoup de choses depuis plus d'un an maintenant. Alors, effectivement, c'est le thème de cette conférence. Plus d'avenir pour l'aviation de chasse, plus d'avenir pour les hélicoptères. On voit bien, ils ne sont plus employés. On a entendu aussi sur d'autres systèmes d'armes, les chars. Il y a un an en arrière, vous lisiez la presse, les chars tombaient par centaines. Aujourd'hui, je crois qu'on a plus de 2000 chars détruits d'après les sources ouvertes. Donc il y a un an en arrière, le char était fini sur le champ de bataille. Bon, vous reprenez quelques mois en arrière, les Ukrainiens demandent aux Occidentaux de leur livrer des chars, et le char devient à nouveau le système qui va permettre de renverser le cours de la bataille, de percer les lignes russes. Donc le premier enseignement, je pense, c'est qu'il faut prendre un petit peu de recul par rapport à ce qu'on voit et aux enseignements à chaud qu'on peut avoir, parce qu'on ne voit pas tout, on ne sait pas tout. Les informations qu'on a souvent sont les informations qu'on vient nous livrer, notamment aux sources ouvertes, les vidéos qu'on a pu voir. Donc je pense qu'en préambule, voilà, ce premier enseignement, prendre du recul par rapport aux textes, on en tirera très certainement
dans quelques années, avec plus de recul, des choses un peu plus approfondies. Mais bien évidemment, on a déjà commencé à tirer des enseignements. Alors, bon, comme ça a déjà été dit, le premier, c'est qu'on est dans une doctrine russe qui est très différente de la doctrine de l'aérocombat français. Donc, l'aérocombat à la française, c'est vraiment la manœuvre des hélicoptères de l'armée de terre intégrée dans la manœuvre terrestre. Donc, une coopération interarmes qu'on mène depuis, je dirais depuis toujours, depuis la naissance de la LAT. C'est également des procédés, donc le vol tactique. Donc, effectivement, on voit que les Russes ne procèdent pas en vol tactique, ne procédaient pas plutôt au début du conflit en vol tactique. D'où des appareils qui étaient à plus de 100 mètres sol et donc des cibles faciles pour des systèmes solaires, des systèmes missiles. On l'a vu, on a vu un certain nombre de vidéos où les appareils se font abattre. Et effectivement, ça a été dit, pas de pratique de vol de nuit, peu de munitions guidées. Alors si on revient sur Hostomel, on voit de nombreuses vidéos où vous avez les appareils qui passent et repassent, donc font des passes canons, reviennent pour tirer roquettes, canons, on enchaîne les passes, donc on survole en permanence l'ennemi, donc on est au contact, au-dessus des troupes, et puis forcément, à un moment donné, voilà, on a un certain nombre d'appareils qui sont à battre. Donc pour nous, le concept en haute intensité de l'emploi de l'aviation légère de l'armée de terre, c'est un concept où les moyens vont être utilisés au profit des grandes unités terrestres dans la profondeur du dispositif. Donc on évitera la zone des contacts autant que faire se peut, puisque c'est là où se concentrent toutes les menaces. Donc missiles, drones, artillerie, ainsi de suite. Donc là, c'est une zone dans laquelle on évitera d'aller parce qu'on considère que ce n'est pas le meilleur emploi, la meilleure efficacité des moyens de la LAT. Ensuite, dans les enseignements qu'on peut tirer, effectivement, c'est en haute intensité, c'est intensifier donc, ce que je disais un peu tout à l'heure, la coopération interarmée. Donc il faut qu'on se réapproprie, qu'on travaille avec le renseignement, parce que pour intervenir dans la profondeur, il faut être renseigné, bénéficier des appuis de l'artillerie, de l'armée de l'air également. Donc sur certaines missions, on s'appuiera certainement mutuellement entre l'armée de l'air et puis les troupes au sol, dont la LAT, pour pouvoir notamment percer le dispositif, s'infiltrer derrière et venir taper sur des objectifs de haute valeur, sur des PC, sur de l'artillerie longue portée, qui est une menace importante, on va dire, pour les troupes de contact, et qui n'ont pas forcément les moyens aujourd'hui d'aller traiter. Donc voilà un petit peu rapidement sur les premiers enseignements qu'on peut tirer à ce stade. Général Bretous, peut-être quelle est la place, est-ce qu'il y a encore une place? La réponse a priori oui, mais quelle est la place des hélicoptères en particulier dans un environnement où il n'y a pas de maîtrise du ciel? Alors je vais vous répondre oui tout de suite. Bien sûr, il y a de la place pour les hélicoptères. Je pense que ce que j'ai dit tout à l'heure, concernant la guerre, l'Ukraine et la Russie, c'est un conflit avec deux armées équivalentes, avec beaucoup de pertes. Donc ça nous a un petit peu sidérés. Donc on a dit plus d'hélicos, plus d'avions, plus de chars, tout ce qui a été évoqué, le navire amiral coulé, on n'a pas dit qu'il ne faut plus de marine. Donc pour ce qui concerne les hélicoptères, il y a eu à la fois deux sujets. Un sujet tactique qui a été bien évoqué par mes camarades généraux, c'est-à-dire que les Russes ont mal employé les hélicoptères, mais il y a aussi un sujet technique sur lequel je vais plus me pencher, c'est que leurs appareils ne sont pas faits pour faire du combat de haute intensité, ce qu'on appelle les opérations multidomaines de nos jours. Vous avez vu, engagés 2 jours à 300 mètres sol, dans des modes d'action très anciens, un peu comme un avion de chasse, au-dessus des contacts. Donc forcément, ils ont été tirés un petit peu comme des pigeons. Voilà. Donc pourquoi? Parce qu'au-delà du concept tactique, leurs hélicoptères ne leur permettent pas d'être engagés dans des modes d'action manœuvrants, comme l'évoquait Fabrice tout à l'heure, et qui est près du sol, de nuit, par mauvaise météo, ce que permettent les hélicoptères occidentaux. Voilà. J'observe que les Russes ont perdu à peu près 90 hélicoptères là, en 1 an et demi de guerre, dont les 3/4 ou les 4/5 dans les 3 premiers mois. Après, ils se sont calmés. Et vous observerez d'ailleurs que sur la toile, depuis quelques jours, on revoit à nouveau des hélicoptères d'attaque qui sont engagés pour contrer la contre-offensive ukrainienne. Donc, si je compare avec les Américains pendant les 20 ans de guerre en Irak et en Afghanistan, ils ont perdu le même volume d'appareils. La LAT, qui a été engagée ces 20 dernières années, a perdu très très peu d'appareils directement au combat, grâce d'une part au mode d'action tactique et d'autre part aux capacités techniques des appareils. Donc nous, Airbus Hélicoptères, nous continuerons à travailler sur
une différenciation technologique qui permet d'être meilleur que l'adversaire, qui passe par des commandes de vol électriques, qui passe par de la furtivité, qui passe par la légèreté de nos appareils qui autorisent le vol tactique, un équipement à 100% en vol de nuit, des contre-mesures électroniques, de la liaison de données qui permet du commandement, et aussi ce qui est un fait nouveau, c'est la coopération avec les drones. On va en parler tout à l'heure, mais pour nous le fait nouveau, c'est pas tant la remise en question d'hélicoptères que le fait que les drones arrivent sur le champ de bataille et qu'ils sont une composante capacitaire nouvelle avec lesquelles il faudra composer, et notamment les hélicoptères de combat. Je vais en profiter pour vous relancer directement sur cette deuxième question. Alors, justement, sur le débat polyvalence ou complémentarité, est-ce qu'on peut envisager un couple hélicoptère-drone dans un format hybride? Je réponds là aussi oui. Aujourd'hui, le drone s'était posé sur le champ de bataille, mais ça fait des décennies que l'armée française travaille dessus, l'armée de l'air, l'armée de terre, la marine. D'ailleurs, la marine expérimente un drone, le VSR 700, en liaison avec Airbus Hélicoptère, pour mettre en œuvre sur ses bateaux. Donc oui, la complémentarité entre drone et hélicoptère est évidente. Il y a certains domaines d'opération où le drone sera prépondérant. On évoquait tout à l'heure le combat de jour sur la ligne de front, avec une forte défense solaire. Il vaudrait mieux avoir des drones qui n'ont pas d'équipage pour aller renseigner, pour aller délivrer des feux, plutôt que d'envoyer des hélicoptères qui valent très cher et surtout avec des équipages qu'il faut des décennies pour former. Voilà. Donc évidemment, les drones arrivent sur le champ de bataille, ils prendront de la place dans certaines opérations, mais les hélicoptères seront toujours utiles pour faire par exemple des raids dans la profondeur, pour aller détruire des objectifs stratégiques, pour faire de l'évacuation sanitaire, pour faire de la manœuvre logistique sur les arrières, sur les flancs. Donc autrement, ailleurs, et grâce aux capacités technologiques de nos hélicoptères qui sont les plus modernes sur le champ de bataille. Voilà. Mais il faut absolument effectivement que nous intégrions l'arrivée du drone et que derrière, les hélicoptères soient capables au minimum de se coordonner avec des drones et au mieux d'opérer avec des drones, c'est-à-dire lancer des drones à partir d'hélicoptères, prendre un drone pour lui confier une mission de couverture ou de reconnaissance face à une direction. Voilà. Donc à terme, le couple drone-hélicoptère sera un couple sur champ de bataille, mais il y aura aussi, comme il y aura aussi le drone fantassin ou le drone avec l'aviation. Voilà. Donc oui, il y a un avenir pour l'hélicoptère, et oui, il y a un avenir pour le drone et les hélicoptères. Alors, Général Givre, est-ce que la polyvalence est toujours d'actualité alors qu'on évoque notamment les questions de masse et de stock qui sont aussi déterminantes? En fait, la question, c'est pas vraiment la polyvalence. La polyvalence, pour nous, elle est incontournable. Et la particularité du modèle français, en tout cas pour l'armée de terre, c'est que c'est une polyvalence différenciée. C'est-à-dire qu'on a un socle commun de capacité pour toutes les fonctions opérationnelles, et que certaines ont des aptitudes particulières qu'on a conservées. Pour illustrer ça, c'est par exemple des capacités aéroportées, capacité montagne grand froid, capacité d'une aviation légère du combat aéromobile. Donc on est voilà. Et ça, c'est incontournable du fait de notre format d'une armée professionnelle avec un format pas réduit, ça veut rien dire, mais enfin en tout cas limité. Non, moi la vraie question est à la lumière de l'Ukraine, mais encore une fois, l'Ukraine, c'est une surprise attendue et qui se nourrit de ce qu'on a vu en Arménie et Azerbaïdjan, ce qu'on a vu au Yémen, ce qu'on a vu en Éthiopie, ce qu'on avait déjà vu en Irak, différemment, mais qu'on n'avait peut-être pas vu comme étant un phénomène de rupture parce que nous avions la maîtrise de l'adversaire. Mais tous les modes opératoires, il n'y a rien de nouveau, quasiment rien de nouveau. L'enjeu pour moi, c'est pas cette fameuse polyvalence, il faut qu'on la conserve, mais c'est pour la composante terrestre, c'est de combler des lacunes capacitaires que nous avions consenties, pour des raisons budgétaires, mais surtout parce que le contexte d'emploi opérationnel, qui était celui de la contre-insurrection, faisait que la menace aérienne était marginale. Je n'ai pas dit qu'elle n'existait pas, elle était marginale. L'adversaire avait des drones, mais on s'était sous contrôle. Et que l'armée de l'air, en particulier, je vais laisser la marine, je ne veux pas parler de la marine, même si je vous ferai référence à son modèle, et que nous avions accepté de contractualiser certains de nos domaines de lutte à l'armée de l'air. Lesquels? Les frappes dans la profondeur, quelques frappes au contact quand on n'avait pas les hélicoptères d'attaque disponibles, c'était extrêmement complémentaire, et quasiment tout ce qui restait dans l'armée française de la défense solaire, excepté de la défense très courte portée. Même les drones, puisque c'est l'armée de l'air qui est la première à eu des Reapers,
on peut le comprendre, hein, pour des raisons, moi j'ai pas de souci avec ça. Et nous, on a mis beaucoup plus de temps à acquérir des drones, et au nom d'un concept qui n'est pas du tout satisfaisant, qui pouvait parfaitement s'accepter dans les conditions présentes des conditions d'engagement stratégique, qui était de dire, par domaine, il y a un monopole. Alors, la marine, c'est un modèle très intéressant. Milieu externe, la marine garde tous les domaines de lutte. Elle ne mutualise strictement rien. L'armée de terre mutualise, pour les raisons que j'ai indiquées, et parce qu'elle voulait préserver aussi sa masse de manœuvre. Donc elle a investi sur ses hélicoptères, investi sur son infanterie et sa cavalerie. Parce que dans la contre-insurrection, ce qui est le plus important, c'est d'aller chasser l'adversaire, et ensuite était détruit à distance, je caricature, par l'armée de l'air. Dans un conflit de haute intensité, type Ukraine, mais type autre, encore une fois Hezbollah c'est très intéressant, Éthiopie, etc., le problème qu'on va avoir, c'est que chaque composante va devoir conduire d'abord sa bataille de milieu. Et l'armée de l'air elle ne se fera pas du casse au profit de l'armée de terre. Si, je le dis bien, une fois que ça se déclenche très fort, peut-être qu'elle arrivera à le faire, on va garder les moyens de le faire, mais elle sera, si on a en plus un adversaire à parité, extrêmement bien équipé en défense solaire, avec de la chasse, avec plein de capacités diverses, des drones, des munitions rôdeuses, etc., elle va s'occuper d'essayer déjà de neutraliser son adversaire dans son milieu. Ce que je veux dire par là, c'est que si l'armée de terre, et c'est l'objet de la loi de programmation militaire, c'est l'objet de ce que souhaite le chef d'état-major, elle ne réinvestisse pas la troisième dimension, pas au détriment de l'armée de l'air, le sujet n'est pas là. Elle sera obligée de contractualiser des moyens qu'elle n'est pas sûre d'avoir le jour où le combat se déclenche. Or, c'est une course de vitesse. Or, pour conduire le combat, pour essayer de le gagner, je pourrais revenir dessus, si vous n'avez pas votre défense solaire localement, si vous n'avez pas vos drones localement, je ne parle pas des drones mâles, hein, évidemment, si vous n'avez pas votre guerre électronique pour pouvoir faire voler vos drones et intercepter ceux des autres, si vous n'avez pas de CIRAM, j'emploie le mot à dessein, ce qui n'est jamais contesté sur un bateau, si vous n'avez pas de capacité de leurrage, de déception, si l'adversaire est intelligent, et il y en a qui sont très intelligents, qui observent ce qui se passe, et il ira plus vite que vous, et il vous trappera plus vite, et ça sera trop tard. Voilà, c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est pas de dire l'armée de l'air, j'en ai pas besoin, de dire la marine, j'en ai pas. C'est pas ça, en fait, la question. Chaque fois qu'on pourra interopérer, on interopérera, évidemment, notamment dans les phases de planification, dans les phases de ciblage planifié. Mais dans certaines circonstances du combat, encore une fois, je vous invite à regarder 2006, du côté du Moyen-Orient, le retour d'expérience. Quand une composante dépend d'une autre composante, c'est dangereux, à des moments précis du combat. Voilà pour l'armée de terre. Je vous dirai après ce que ça implique. Je peux le dire déjà tout de suite. Les implications, c'est que vous avez intérêt à avoir des connectivités extrêmement puissantes. Jean Albrechtous parlait de la liaison de données. Ça, aujourd'hui, on ne peut pas s'affranchir pour tous les effecteurs, qu'ils soient aériens ou terrestres. Vous avez besoin d'un partage d'informations, ce qu'on appelle la COP et la LOP, Local Operational Picture, Common Operational Picture, qui soit partagé à tous les niveaux, nonobstant le niveau qui va prendre la décision. Si vous ne l'avez pas, vous ralentissez le processus de décision et les échelons, en particulier au contact, pas forcément ceux du niveau opératif ou du niveau stratégique, mais ceux qui sont au contact auront le temps de retard. Vous savez, MacArthur disait, la défaite se résume en 2 mots, trop tard. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui. C'est une bataille de vitesse pour cibler l'adversaire dans tous les domaines de lutte plus vite qu'il ne va vous cibler. Général Talarico, est-ce que... comment arbitrer... Vous me permettez que je rebondisse un peu, parce qu'on a beaucoup parlé de l'armée de l'air et de l'espace, qui n'a pas délégué son autoprotection des bases aux forces de mêlée. On peut comparer. C'est sûr que l'autoprotection, c'est un point très important, parce qu'il y a une urgence. Et donc les SATCP qui sont restés, c'est vrai que c'est sans doute pas le niveau de gamme mérité. Ceci dit, depuis 30 ans, l'armée de l'air et de l'espace a toujours été au rendez-vous dans l'appui aérien et les accrochages majeurs où nous n'avons pas eu l'ascendant, c'était plutôt parce que nous n'étions pas invités que parce que nous n'étions pas là. Donc, j'entrerai pas plus dans la polémique et sur le volet autonomie. Il y a aussi le volet spatial. Je ne pense pas qu'il y ait besoin d'autonomie dans les moyens spatiaux également. Donc, sans entrer dans ce débat,
Je pense que effectivement, la loi de programmation militaire, elle ne permet pas de tout faire, elle permet de faire beaucoup de choses. Et l'idée, c'est plutôt d'optimiser les effets par une combinaison interarmée. Donc toute la question, c'est le niveau auquel on estime que l'autoprotection, l'immédiateté, sans doute des fois des C2 qui seront attaqués, des réseaux indisponibles. Mais le point que je partage, c'est quand même qu'on sera concentré d'abord sur la supériorité aérienne, parce qu'effectivement, vous l'avez dit en introduction, c'est le présupposé à toute liberté d'action dans les autres milieux. Et ça c'est le point focal sur lequel je voulais insister. Moi, je n'ai jamais dit, et personne ne pourra jamais dire, que la contribution de l'armée de l'air au succès des opérations stratégiques, et notamment à dominante terrestre, a été remis en question. Je n'ai surtout pas dit ça, ça fonctionne extrêmement bien, je pense qu'il faut absolument poursuivre. Ces intégrations sont indispensables. Je dis simplement que les effecteurs, et tu l'as dit, pour des raisons stratégiques, pour des raisons liées à la dissuasion, pour des raisons de bataille du ciel, pourraient ne pas être disponibles comme on l'a fait. Et je redonne un exemple historique qui est très important. Pendant la guerre froide, nous avions une force aérienne tactique qui était aux ordres de la première armée française. C'était le Jaguar, qui avait été développé en fait pour faire de l'appui air-sol. Aujourd'hui, on a cette capacité technique et j'espère qu'on arrivera, que l'armée de l'air sera disponible dans toutes les conditions. J'espère, et on fait tout, on s'entraîne avec elle. On poursuit un travail extrêmement étroit d'entraînement interarmé, et Orion, l'exercice d'Orion, aussi l'occasion de renouveler. Je dis simplement que ceci les capacités aériennes ne sont pas forcément disponibles parce qu'elles auront d'autres missions, et que nous, on doit impérativement réinvestir pour ne pas nous retrouver sans défense solaire ou sans capacité d'interception ou d'appui au moment critique. C'est simplement ce que je veux dire. Surtout, ne vous méprenez pas sur mon propos. Oui, tout à fait. Et je pense que ça rejoint le problème de la masse, c'est que les drones, typiquement sur l'appui rapproché, etc., les drones et les hélicoptères de combat, etc., ça prendra une place peut-être plus prépondérante dans l'appui aérien, dans le cas que décrit le général Givre. C'est le cas où on est très concentré au début sur la supériorité aérienne. Et donc je pense que la place du drone, là, elle va être particulièrement intéressante sur le combat anti-char, sur la protection rapprochée, etc. Donc c'est là où ça pourra compenser l'absence de masse dans un cas imaginé où on ne pourrait être partout, qui pourrait se présenter et qui est un devoir de préparer. Alors justement, Général Talarico, reviens-vous. Comment on peut arbitrer ce qu'il faut choisir entre technologie et masse ? Alors, on oppose effectivement souvent les deux, et on l'a entendu, et dans les débats de la LPM, entre le choix entre la masse et la technologie. Bon, bien évidemment, si on oppose la technologie, c'est le coût de la technologie qui fait que derrière, ça nous oblige à rogner sur la masse. Bon. Maintenant, je pense qu'il faut effectivement trouver un équilibre entre les deux. Et c'est ce qu'on essaie de faire en permanence, qui est souvent compliqué parce que ça demande des arbitrages, ça demande un éclairage de tous les niveaux. Donc, quand on travaille sur un besoin opérationnel, la DGA soit capable de nous éclairer, et avec les industriels bien sûr, sur le step technologique de trop, celui qui va faire que d'un seul coup, le coût du projet va être augmenté par 1,5 fois ou 2. Donc ça, c'est important en amont, c'est-à-dire que des fois, on se limite, on n'a que 80% de ce qu'on imaginait, mais avec un coût 2 fois moindre, et ça nous permet d'avoir beaucoup plus de systèmes. Ensuite, je pense qu'il ne faut pas rejeter la technologie. On parle beaucoup de drones. Les drones, c'est de la technologie. C'est de la technologie, d'ailleurs, qui nous a tous surpris il y a quelques années en arrière, quand il y a eu un emploi massif des drones, micro, mini-drones. Pourquoi ? Parce que c'était de la technologie qui était devenue bas coût, parce que c'est une technologie éminemment duale, donc portée par le civil, et donc qui a pu être appropriée, intégrée par Daesh d'abord, et puis par certaines armées ensuite. Et donc, le drone a permis, je dirais, d'avoir de la technologie bas coût, et donc de faire de la masse. Et là, on arrive à conjuguer les deux. Et si je reviens un petit peu sur la coopération dans l'hélicoptère, effectivement, on a des systèmes d'armes dont le coût, on voit, va croissant. Maintenant, on imagine bien que demain, les drones nous permettront, avec une coopération accrue et des drones qu'on pourra lancer depuis les hélicoptères, de remplir un certain nombre de missions là où c'est le plus risqué, mais aussi de regagner de la masse. C'est-à-dire qu'on va se redensifier en utilisant des systèmes qui sont des systèmes qu'on va employer pour accomplir telle ou telle tâche, qui va être d'aller chercher du renseignement, de faire de la guerre électronique, du leurrage, du brouillage. On peut imaginer tout un tas de missions. Et donc, qui vont redonner de la masse
et donc permettre à nos systèmes habités de à nouveau avoir une masse beaucoup plus importante. Le temps file, on va passer à la dernière partie de ce débat qui va servir en guise de conclusion. Général Boitous, est-ce que l'avenir, c'est de travailler sur l'intelligence humaine dans l'hélicoptère et donc de développer les technologies, les interfaces homme-machine ? C'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup d'intelligence artificielle qui pourrait remplacer l'intelligence humaine. Je n'y crois pas beaucoup. Moi, je pense que l'intelligence humaine, c'est l'action, et l'intelligence artificielle, ce n'est que la réaction à l'action initiée par l'homme. Mais il est évident que les progrès technologiques qui permettent de faciliter l'utilisation d'hélicoptères de combat, je parle d'hélicoptères, mais on pourrait élargir aux avions de chasse, aux bâtiments de combat de la marine, ou aux chars de l'arme blindée cavalerie, tout ce qui facilite l'emploi de l'appareil avec des systèmes automatisés qui permettent de libérer le chef de char, le chef de patrouille pour se concentrer au combat, c'est-à-dire donner des ordres à ses ailiers, identifier son ennemi, réagir face à un cas non conforme en conduite, c'est évidemment un acte d'effort majeur. Et si je parle de nos hélicoptères, nous avons déjà mis en place un certain nombre d'interfaces homme-machine et puis d'automatismes qui permettent de faciliter le pilotage d'un hélicoptère. Aujourd'hui, un hélicoptère, il va poser dans le désert, dans ce qu'on appelle dans le brown, c'est-à-dire dans la poussière du désert, de manière automatique. Et un pilote, il aura plus de mal à poser un hélicoptère, parce que lui-même, il est capable de le faire tout seul. On a des modes de navigation supérieurs, on a des radars, on a une connectivité, des systèmes de connectivité entre hélicoptères. Tous ces systèmes qui facilitent l'emploi des hélicoptères, sa mise en œuvre, leur pilotage, pour détacher le commandant de bord du pilotage pur pour qu'il se consacre à la mission, sont évidemment des pistes d'avenir sur lesquelles nous travaillons et qui sont des axes d'effort pour Airbus Hélicoptère. Voilà, en quelques mots. Général Boiteux, pour l'aviation de combat, qu'est-ce que le Rafale au standard F5 et plus tard le SCAF pourront amener pour percer les défenses aériennes ? Alors oui, c'est la question du déni d'accès qui a ressurgi un peu, mais qui n'est pas un impensé de nos réflexions stratégiques, bien évidemment. Et même si l'Ukraine n'est pas le modèle sur lequel nous devons construire l'avenir, nous avons déjà des capacités aujourd'hui. Quand on dit qu'il s'agit d'une bulle qui est impossible à percer, cette représentation est complètement biaisée, parce qu'il s'agit de réseaux. Pour que ce soit vraiment difficile à pénétrer, il faut un réseau, il faut des capteurs, et on le voit aujourd'hui. Il ne faut pas résumer la portée d'un système solaire à une bulle impénétrable, et c'est déjà le cas aujourd'hui, même sans système de suppression des défenses aériennes ennemies. Le raid Hamilton est un bon exemple. On a été détruire une partie de l'outil de production chimique syrien qui était fortement défendu, où on était attendu, et où il y a une 50aine de missiles solaires qui ont été tirés, pas tous de dernière génération, mais avec aucun effet militaire. Donc n'ayons pas une vision de bulle de déni d'accès, c'est qu'une question de niveau de risque consenti. D'ailleurs, le fait fondateur même, c'est que notre raid de dissuasion nucléaire, il est basé sur le fait qu'on peut passer là où on veut passer. Donc là-dessus, le Rafale F5 va amener quand même des capacités de connectivité renforcées. Vous avez aussi noté dans la loi de programmation militaire qu'il y avait un amendement concernant un drone issu du démonstrateur Neuron, donc ça n'aura pas échappé à nos camarades industriels dans la salle. Et la question, pour leur ramener à la question précédente sur le niveau d'intelligence artificielle, elle est quand même essentielle. Et là, la France a déjà réfléchi au travers du comité éthique de défense sur ce qu'on appelle les SALIA. Ce ne sont pas les systèmes létaux autonomes, ce sont des systèmes d'armes létaux intégrant de l'autonomie. Donc il y a une part d'intelligence artificielle qui sera dedans. Et d'avoir réfléchi à ces concepts, ça nous permet d'en parler avec d'autres nations qui sont un peu effrayées à l'idée de parler d'intelligence artificielle et d'armement. Et le fait d'y avoir réfléchi permet d'ouvrir un dialogue, et entre Européens, on en parle, et on va en mettre dans le Next Generation Fighter, avec cette idée que la haute intensité et la guerre de demain, la menace va augmenter considérablement, et on veut qu'il y ait quand même l'homme dans la boucle, dans le far edge, ce qu'on appelle, c'est l'endroit du combat où il y a le plus de menaces, mais il faut quand même qu'on garde l'homme dans la boucle, et assisté de remote carrière, de drones, et de tout ce qu'on prévoit dans le SCAF. Et également dans le SCAF, il y aura des rafales avec la connectivité augmentée, avec des remote carrière. Et donc, cette vision, c'est en cas de brouillage intensif, d'attaques cyber sur les réseaux, etc.,
qu'à l'avant, même là où le combat est le plus âpre, nous aurons l'humain qui sera au cœur de la décision, avec ses règles d'engagement, avec son niveau de risque consenti, avec l'intelligence humaine, et qui sera assisté d'intelligence artificielle pour lui apporter de la masse et des capacités supplémentaires. Général J, vous voulez conclure sur l'interface homme-machine ? Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que l'IA est incontournable. C'est pas qu'une affaire d'armée de l'air, finalement, des armées qui sont les plus technologiques. On a un peu l'habitude de dire quoi là, l'armée de terre, c'est l'armée des soldats, il y a des plateformes aussi, mais je dis qu'aujourd'hui l'IA est absolument incontournable au niveau de l'armée de terre, comme dans les autres armées. C'est même une IA qui doit être généralisée. Pourquoi ? Parce que nous, on a un enjeu, comme je l'ai dit tout à l'heure, de course de vitesse pour cibler tactiquement l'adversaire plus vite qu'il va nous cibler. Et le cibler tactiquement dans les champs cinétiques et non cinétiques. Or, ça passe par la captation d'un maximum de données, je ne vais pas parler de renseignements, d'un maximum de données qui viennent de sources militaires, mais qui viendront essentiellement aussi de capteurs civils. Je parle en tout cas dans la phase quand le combat se déclenche. Je ne parle pas de la phase stratégique ou opérative, je parle bien de cette phase-là. Et qu'il sera impossible d'exploiter toutes les données captées par ces différents capteurs et de les transmettre rapidement aux effecteurs les plus efficients, qu'ils soient de la composante terrestre ou d'une autre composante, par exemple la composante aérienne qui viendrait nous appuyer. S'il n'y a pas d'IA, c'est impossible. Pour moi, l'homme va rester dans la boucle uniquement pour dire go ou no go. Et notamment, donc ça c'est pour l'exploitation de l'information, par exemple, sur les réseaux sociaux, dans telle zone, on voit une image où il y a un journaliste pro-russe qui est devant le PC de Wagner. Ça monte dans la boucle ultra rapidement, parmi des centaines d'images, dont certaines venant d'un hélicoptère, mais qui lui filmait pour prendre son objectif, mais que nous, on va exploiter dans les postes de commandement juste derrière, et sur laquelle on va peut-être voir un autre objectif qui nous intéresse, pour le court ou le long terme. Sur le PC de Wagner, ok, c'est chopé, on l'a localisé, ça revient très vite, ça passe pas par Kiev, c'est localement, et on décide, et le système propose l'effecteur le plus efficace, et le chef, s'il n'intervient pas, on frappe. Par contre, il doit pouvoir intervenir pour dire stop. Et ça, pour moi, c'est vraiment la clé, et ça peut se faire qu'avec de l'IA, et une IA généralisée. Pas une IA, c'est la technologie qu'on ne garde pas à l'arrière, mais qui est poussée au contact. Mais le smartphone, c'est de l'IA. En fait, et nous, la logique, c'est qu'on ait vraiment une smart tech de masse. C'est ça l'enjeu pour l'armée de terre. Pas d'échantillons, sauf pour quelques domaines très particuliers. Voilà où se trouve l'enjeu. Conceptuellement, on y est prêt. Je pense que les technologies sont là. Derrière, ça a été déjà dit, il va falloir du new space, il va falloir hybrider les connectivités, il va falloir augmenter les débits, notamment pour l'image, et ou pixeliser. Je sais que ça y a aujourd'hui des technologies qui le permettent. Et tout ça en le diffusant extrêmement rapidement et en acceptant, comme pour les drones, sauf, je ne parle pas encore des mâles, je parle de tous les autres drones, que ça soit du consommable et du renouvelable by design, comme nos smartphones que nous changeons tous les 2 ans. C'est ça l'enjeu pour moi, c'est le modèle de l'économie numérique. Alors évidemment, pas dans tous les domaines, certaines munitions, on ne va pas faire ça, mais pour les munitions rôdeuses, pour les drones, pour moi c'est évident qu'on peut le faire. Pour les connectivités, pour les softwares, c'est même, il n'y a pas d'autre choix. Sinon, on sera en retard d'une guerre. En tout cas, moi je redis, pour les forces terrestres, pour les combattants qui sont au contact. Voilà. Nous arrivons au terme de ce débat. Merci beaucoup, avocate, pour votre participation et bonne fin de journée.